Nous allons poursuivre l'analyse des monnaies complémentaires à travers l'exemple de l'Eusko, la monnaie locale du Pays basque français. Vous avez déjà beaucoup appris sur cette monnaie dans la séquence précédente et j'espère qu'à ce stade, vous avez une idée de comment une monnaie locale marche en pratique. Je vous propose donc d'approfondir notre discussion avec le point de vue d'un des acteurs qui développe ce projet depuis le début. Pour cela, j'ai donc avec moi Dante Edme Sanjurjo, co-président de l'association Euskal Moneta qui gère le circuit Eusko. Et avec Dante, nous allons parler du projet, d'où vient-il et comment évolue-t-il dans le temps. Quel est le bilan que les acteurs eux-mêmes tirent des premières années et quels sont les obstacles qu'ils rencontrent sur leur chemin. Voici les questions que nous allons aborder dans cette séquence. Dante, bonjour. Bonjour. Pour commencer, pourriez-vous nous ramener au début de l'histoire d'Eusko ? Pourquoi une monnaie locale au Pays basque ? D'où vient l'idée ? Et quels étaient vos objectifs au moment du démarrage ? Alors, l'Eusko a été lancé à l'initiative d'une dizaine de militants associatifs venant de différents secteurs de la société, donc la défense de l'environnement, la défense de la langue basque, des réseaux du développement social et local, donc voilà. Beaucoup de gens d'horizons différents, avec 2 ou 3 personnes parmi nous qui avaient entendu parler des monnaies locales et complémentaires et qui ont pris l'initiative d'une première réunion en juin 2011 en invitant d'autres militants qu'on pensait pouvoir être intéressés. Alors notre groupe avait une connaissance assez approximative au début des monnaies locales, même si certains avaient rencontré les militants de l'abeille dans le Lot-et-Garonne, donc une monnaie locale qui était la plus ancienne en France. Donc on se demandait si une monnaie locale pouvait être un outil intéressant pour notre territoire, si le projet était faisable, réalisable, et s'il fallait se lancer sur tout le Pays basque ou sur une partie seulement. Voilà, donc une question de l'étendue du territoire à couvrir. Voilà, donc notre intuition nous disait que le projet pouvait être intéressant parce qu'il était très transversal. Voilà, une monnaie locale, c'est à la fois un projet de développement du territoire et de transition écologique. En plus, nous avons eu l'idée de mélanger ces objectifs avec celui de la défense de la langue basque, qui est encore en voie de disparition au Pays basque français, et donc qui est aussi un objet de mobilisation. Donc c'est ce mélange des genres qui nous a plu dès le début. En choisissant le territoire, on s'était dit qu'il fallait que la monnaie circule sur l'ensemble du Pays basque, de Hendaye à Mollet en passant par Bayonne, Saint-Jean-Pied-de-Port, enfin, l'ensemble des territoires du Pays basque français, à la fois sur la côte, disons, qui est très urbanisée et qui a une économie de services et de tourisme, et aussi dans l'arrière-pays, qui est moins peuplé et davantage rural, mais avec une agriculture forte et en particulier une agriculture paysanne assez développée. Donc la monnaie locale, pour nous, devait permettre donc de créer des liens entre ces deux territoires, la côte et l'intérieur, y compris à travers de nouvelles relations commerciales. Et quelles sont les motivations des habitants et des entreprises qui adhèrent au réseau Eusko ? Alors, il existe des motivations très diverses, parce qu'on l'a vu, c'est un outil qui est très transversal, mais ce qui motive le plus les gens, ce qui les rassemble, c'est l'intérêt pour le territoire en lui-même. L'idée qu'on peut faire quelque chose pour développer le Pays basque de façon harmonieuse, donc voilà, pour le territoire et ses habitants. Donc ça, c'est vraiment la motivation commune aux différentes sensibilités, donc à la fois écologiques, économiques, sociales, culturelles, qui se réunissent autour du projet Eusko. L'Eusko étant vraiment un outil au service de ce développement-là et de ces différentes dimensions. C'est vraiment un outil pensé au service du territoire et de ses habitants. Donc après, voilà, se poser la question de, ce qui est important pour nous, c'est que voilà, un projet a selon nous plus de chances de réussir sur un territoire auquel les gens s'identifient. C'est pour ça que le choix du territoire est assez important dès le début. Le territoire basque, lui, il a l'avantage d'être assez bien identifié et d'avoir des habitants qui y sont attachés. Donc ça, c'est le lien qui unit nos adhérents. C'est vraiment le territoire, que les gens soient agriculteurs, commerçants, militants d'associations, élus locaux ou agents. Vraiment, ce qui réunit dans une même dynamique, c'est ce lien au territoire. Alors, ce lien n'est pas toujours aussi fort dans d'autres lieux, d'autres territoires, mais voilà, il faut autant que possible, selon nous, choisir dès le départ pour sa monnaie un territoire qui représente quelque chose pour ses habitants. Après, au-delà du territoire, chaque adhérent, donc, comme je le disais, garde sa sensibilité propre et ses centres d'intérêt. Donc certains voient dans l'Eusko un outil de la transition écologique, d'autres un levier pour l'emploi local, grâce à la défense de l'économie locale. Pour d'autres, c'est un outil pour le commerce de proximité de centre-ville et de centre-bourg contre le développement de la grande distribution. D'autres encore l'utilisent pour promouvoir la langue basque, puisque les commerçants peuvent s'engager à mettre en place un affichage en langue basque dans leur commerce pour accroître la présence de la langue basque dans la vie publique. Donc voilà, quel que soit le point d'entrée, chacun peut y trouver son compte. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que, quel que soit ce point d'entrée-là, la monnaie permet à chacun de promouvoir l'ensemble de ses objectifs. Donc c'est un outil qui rassemble. Alors, le SCO, c'est une monnaie dynamique, mais nous savons que globalement, les monnaies locales restent mal connues, y compris par les autorités publiques. À quel moment avez-vous noué un dialogue avec les collectivités basques ? Et comment les élus locaux ont-ils accueilli votre projet ? Alors,
Or, pas dès le début, parce qu'en fait, le Pays Basque possède depuis longtemps une forte tradition associative, et nous avons d'abord mobilisé les réseaux associatifs et les bénévoles avant de nous tourner vers les élus locaux. On a créé, en fait, souhaité d'abord une dynamique autoportée, enfin montrer qu'on était capable de faire tourner la machine seul, et ensuite, pour pérenniser le projet, après le lancement de l'OJCO le 31 janvier 2013, nous nous sommes tournés vers les collectivités locales, qui nous ont aidés par des subventions ponctuelles au départ. Voilà. Ensuite, après pour le développement même de l'équipe et de l'équipe salariée, nous nous sommes beaucoup appuyés sur les dispositifs nationaux d'emploi aidé, pour créer une équipe, mais aussi la former et après la pérenniser. Voilà, ça a été un soutien public aussi important à travers les emplois aidés et les CAE en particulier. Donc, plus globalement, on a toujours perçu, nous, les collectivités territoriales, comme des facilitateurs et des partenaires, et non pas comme un acteur dont on peut dépendre pour gérer notre monnaie locale. C'est d'ailleurs un discours qui est assez apprécié des élus locaux parce que pour eux, c'est important que ce projet qui répond à beaucoup de leurs préoccupations, que ce soit en termes de développement territorial, économique, de lien social, de cohésion territoriale, de défense du commerce de proximité, de transition écologique, c'est important que ce projet-là ait bien pour objectif de ne pas dépendre des subventions pour son fonctionnement. C'est un projet qui est autoporté avec les collectivités comme partenaires majeurs, mais partenaires. Donc ça c'est pour la perception des collectivités. Ensuite, le dialogue s'est noué tout naturellement autour de la mise en place du circuit et les collectivités ont même pu devenir actrices de la circulation. Par exemple, quand il s'est agi de proposer un premier service public local payant en OJCO, donc sur proposition de la ville d'Ustaritz qui souhaitait faire rentrer sa piscine publique donc à l'OJCO, nous avons discuté à ce moment-là avec les agents de la piscine et des finances pour voir comment organiser le paiement. Ça, c'est une constante chez nous, on fait toujours avec les acteurs. Voilà, de même qu'on a pensé le projet avec des commerçants au départ, avec des consommateurs, avec des associations. Là, quand il s'agit de travailler sur la manière d'intégrer les collectivités locales, on a travaillé avec elles et avec leurs agents. Donc, c'est avec ces agents-là du Staritz que nous avons conçu le circuit d'encaissement des OJCO par la piscine, et ensuite que nous l'avons présenté pour validation au représentant local du Trésor. Donc, il a fait remonter au niveau départemental puis national. Et on a eu l'accord de Bercy sur ce projet de convention, sans Bercy qu'il n'y a pas touché une virgule. Donc on a vraiment fait un travail de qualité avec les agents. On en était vraiment très très heureux. Voilà, ce qui compte, c'est qu'on a vraiment avec eux un souci commun de l'intérêt général. Donc là, je pense que ça a permis de travailler vraiment en bonne intelligence. Et dès le début, donc, on a été dans une co-construction avec les agents des collectivités. Après, bien sûr, une validation par les élus. Voilà. Donc après, derrière, ça a été important aussi pour nous, parce que cela a contribué à asseoir notre crédibilité auprès des élus et des agents locaux. Et maintenant, nous développons ce système avec d'autres villes, comme Bayonne, qui a voté en juillet dernier à l'unanimité la possibilité de payer en OJCO dans ses 2 piscines et dans sa médiathèque, qui sont des régies assez importantes. Vous avez dit que le JCO a été lancé en janvier 2013, donc ça fait plus de 4 ans. Quel bilan provisoire faites-vous de ces années? Quels seraient les points forts et les points faibles à votre avis? Alors, pour nous, le bilan est très positif. On a réussi à installer le JCO dans le paysage. Il y a une vraie dynamique autour de l'OJCO, un renouvellement des adhérents, des bénévoles. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Notre point fort principal, c'est notre capacité de fédérer des secteurs très différents de la société locale. Ça, c'est sûr. L'OJCO est un projet qui est très fédérateur, comme je l'ai expliqué. Un deuxième point concerne notre capacité à évoluer. On invente le modèle en marchant. Nous sommes partis avec des bénévoles, puis peu à peu, nous sommes passés à 9 salariés. On est parti avec la monnaie papier et nous avons ajouté à cela un système de compte numérique et de monnaie numérique avec un paiement par carte. Nous gérons aujourd'hui des centaines de comptes en ligne. Voilà, on a su apprendre, s'adapter, aller frapper aux portes de la CPR, auprès de partenaires techniques. Voilà, on sait avancer et construire des projets. Du côté des faiblesses, l'OJCO représente une offre locale qui s'enrichit avec le temps. Ça, on se développe, mais ça ne va pas aussi vite qu'on aurait souhaité. Voilà, parce que développer le réseau d'accepteurs, de commerçants qui acceptent l'OJCO ou d'entreprises ou d'associations, ça exige un gros travail de communication et d'accompagnement, de terrain, et on n'a pas assez de moyens pour le faire. Voilà, on manque un peu de moyens pour ça. D'ailleurs, quand des particuliers se retirent du réseau, arrêtent d'utiliser l'OJCO, en tout cas, ou ne renouvellent pas leur cotisation, c'est souvent, presque toujours, parce que, en fait, ils n'arrivent pas à utiliser la monnaie dans leur vie quotidienne. Donc, dépenser les OJCO, c'est assez facile, même très facile, à Bayonne et dans plusieurs zones du Pays Basque, comme Saint-Jean-Pied-de-Port. Moi, par exemple, pour mon foyer, on utilise 600 euros par mois, voire 700. Donc, vraiment, avec un couple et 3 enfants, on peut faire beaucoup de dépenses sur Bayonne en eusko. Dans d'autres villes ou certains territoires, comme la Soule ou Biarritz, c'est un peu plus difficile de trouver un commerçant qui accepte la monnaie. Du coup, ça se développe moins rapidement. C'est un travail de fond à faire. Pareil pour les entrepreneurs, c'est vraiment la question de l'usage qui prime, parce que les 5% qui quittent le réseau chaque année,
Voilà, 90% des professionnels de l'ESCO renouvellent leur cotisation chaque année. Voilà, et les 10% qui ne renouvellent pas, c'est 5% parce qu'ils ont fermé et 5% parce qu'ils se retirent. Et en général, c'est qu'ils n'ont pas assez de clients en ESCO. C'est la principale raison de désaffection en fait. Voilà. Bon, par contre, ces retraits sont compensés par des nouvelles adhésions, mais elles montrent que nous n'allons pas assez vite. Voilà, le lancement d'une monnaie locale, c'est une dynamique qu'il faut entretenir. Actuellement, nous avons quelques 3000 adhérents particuliers, 650 entreprises et associations et plus de 650 000 ESCO en circulation. On va dire, ça c'était au milieu de l'année 2017. Pour nous, l'objectif à 3-4 ans, c'est de doubler ces chiffres. Cette année 2017 a aussi été marquée pour vous par la mise en place de l'ESCO numérique, en plus des billets papier qui circulaient déjà. Comment évoluent les échanges depuis? Peut-on parler d'un saut en avant? Oui. Bon, les paiements numériques n'existent que depuis mars 2017, c'est donc très récent. À l'état actuel, 750 particuliers et 400 entrepreneurs possèdent déjà un compte en ligne et 200 entrepreneurs et commerçants ont également un terminal de paiement ESCO pour encaisser les paiements par carte ESCO. Donc voilà, il faut savoir que le paiement numérique peut prendre deux formes, soit un paiement avec la carte ESCO dans les commerces, donc carte qui est élue par le terminal de paiement ESCO, soit par virement entre deux comptes ESCO. Voilà, c'est toujours un circuit fermé, mais avec des comptes ESCO, et les paiements se font soit de virement de compte à compte, soit dans les commerces avec une carte et un terminal de paiement. Donc pour l'instant, ce qu'on constate, c'est une accélération des paiements par carte. Là, vraiment sur mai, juin, juillet, août, c'est vraiment une progression vraiment constante. Mais il faudra attendre un peu avant de tirer un vrai bilan. Voilà, pour le fonctionnement même, pour dynamiser les échanges, nous demandons à chaque adhérent, au moment de l'ouverture du compte en ligne, de mettre en place un échange automatique mensuel par virement depuis son compte en banque traditionnel. Ces échanges automatiques représentent en moyenne 37 ESCO par utilisateur et par mois, grâce à quoi plus de 26 000 ESCO sont crédités chaque mois sur les 750 comptes ESCO des particuliers et s'ajoute donc à la masse monétaire en circulation. Donc le défi pour nous est d'accompagner les utilisateurs dans le changement pour qu'ils ouvrent un compte en ligne et prennent l'habitude de se servir de leur carte ESCO. C'est un changement qui prend du temps, ce sont de nouvelles habitudes. C'est plus lent et plus difficile que ce que nous avions imaginé au départ. Certains utilisateurs sont encore étonnés qu'on puisse par exemple faire un retrait de billets ESCO dans un comptoir d'échange, alors que c'est quelque chose que nous avions expliqué depuis le début. Voilà, mais ce sont des pratiques nouvelles, il faut le temps que les gens se les approprient, et il faut faire pour ça beaucoup de communication et d'accompagnement, mais en fait, comme au début de l'ESCO, et ça, on sait le faire, on sait utiliser tous les moyens à notre disposition pour faire passer des messages, expliquer, faire de la pédagogie, communiquer, motiver, voilà, tout ça c'est très important, et c'est le travail que nous sommes en train de mener sur l'ESCO numérique. Et au-delà du numérique, comment travaillez-vous au quotidien pour développer les échanges en ESCO? Alors ça, c'est un travail assez fin. Il faut développer de façon intelligente le réseau professionnel, déjà pour que chaque utilisateur puisse avoir 3 ou 4 commerces de base dans son environnement quotidien, soit proche de son travail, soit proche de son domicile. Ensuite, il faut aussi que ces commerçants aient la possibilité d'utiliser la monnaie à leur tour, plutôt que de la reconvertir. Puisque quand ils reconvertissent des ESCO en euros, ils payent une commission de 5%. Donc on les encourage à avoir des fournisseurs locaux qui acceptent l'ESCO. Donc ça, c'est aussi à nous de développer ce réseau de fournisseurs. Donc nous travaillons donc pour repérer des entreprises locales qui pourraient être des fournisseurs potentiels et créer de nouvelles relations commerciales locales. Voilà, on estime que depuis le début, on a créé plus de 300 nouvelles relations commerciales entre entreprises et associations du Pays Basque. L'extension numérique, elle, permet d'accélérer l'adhésion des entrepreneurs, car pour les entreprises, le maniement des billets physiques représente forcément un frein. Plusieurs entreprises, plusieurs PME nous ont dit on est intéressé par le projet, on trouve ça très bien pour le territoire. Par contre, revenez nous voir quand vous aurez un système de paiement en ligne, parce que là, avec les billets, nous, on ne pourra pas fonctionner avec ça, comptablement. Donc aujourd'hui, notre travail, c'est un développement du réseau sur chaque partie du territoire basque et la facilitation des échanges entre entrepreneurs locaux, par exemple en intégrant des services à l'entreprise. Par exemple, la comptabilité, le nettoyage, l'entretien des extincteurs, les contrôles techniques, tous ces frais généraux en fait que chaque entreprise a de manière plus ou moins importante et auxquels on ne pense pas quand on pense monnaie locale. Et pourtant, c'est des vrais débouchés pour réutiliser les ESCO. En gros, il faut vraiment bien connaître le terrain, les entrepreneurs, et puis communiquer tous azimuts à travers tous les médias possibles pour pouvoir toucher tout le monde en fait. Et pour finir, une question qui revient souvent quand on parle de l'ESCO et qui concerne le lien entre la monnaie et l'identité, la langue et la culture basque. On dit parfois que c'est plus facile pour vous, au Pays Basque, grâce à cet ancrage culturel que d'autres monnaies ne peuvent pas mobiliser. Mais c'est vrai à votre avis? Un seul chiffre, les enquêtes que nous avons réalisées donc auprès de nos adhérents sur leur motivation
montrent que 15% seulement identifient la défense de la langue basque comme leur motivation principale. Donc c'est vraiment, ça n'est pas la majorité, c'est très important, mais ça n'est pas la majorité. Si on peut parler, à mon sens, d'une spécificité basque, elle réside beaucoup plus dans la culture associative locale, qui est effectivement très forte, mais qui s'organise autour d'engagements différents. Donc ça c'est vrai aussi il y a une vraie culture associative dans l'environnement. L'économie sociale et solidaire et les coopératives, c'est vraiment un mouvement assez fort au Pays Basque. L'agriculture paysanne, qui est vraiment en fort développement. La langue basque et la culture basque, avec beaucoup d'associations qui réunissent des milliers de familles pour le développement de la langue et de la culture basque, et d'autres encore. Cela dit, il est vrai que le SCO est aussi un outil pour la survie de la langue basque. Pour nous, cette langue est un bien commun qu'il faut préserver, et ce sentiment est largement partagé, y compris par les gens qui ne parlent pas du tout basque. Notre mélange pour faire tourner le moteur de l'ESCO, c'est un mélange de langue, de développement du territoire et de préoccupations écologiques. Mais sur d'autres territoires, on peut trouver d'autres mélanges qui marcheront pour eux. Merci beaucoup, Dante. Merci à toi.